Jeannette Abel, bonjour. Vous êtes Bonjour. politologue et spécialiste de l'Amérique latine. Alors, comment s'est établie la fracture planétaire à l'égard de Fidel Castro au début des années 60 ? Elle s'est établie très vite parce qu'il y a eu un mouvement très grand de solidarité envers la révolution cubaine, d'abord en Amérique latine. Tout d'abord en Amérique latine et ensuite en Afrique, dans le Maghreb, particulièrement en Algérie. L'Algérie vient de décréter 8 jours de deuil national à l'occasion de la mort de Fidel Castro. Et également à l'égard de certains pays d'Asie, puisque la guerre du Vietnam a été une question qui a été extrêmement sensible à Cuba, qui se sentait d'une certaine façon redevable envers les Vietnamiens de ne pas avoir les soldats américains sur son sol. Donc la tricontinentale, la conférence tricontinentale qui a eu lieu à Cuba visait justement à rassembler sur les 3 continents, donc les 3 continents du sud de ce qu'on appelait le tiers-monde, à rassembler les peuples autour de cette solidarité envers Cuba. Et ça, c'est très tôt. Par contre, la fracture s'établit vite, pas tout à fait au début, mais à la fin des années 60. Oui, l'Occident lui tourne le dos très vite. Voilà. Les États-Unis, bien sûr, avec lesquels ils sont en conflit direct, mais aussi assez vite, à partir des années 70, avec l'Europe, avec la plupart des pays d'Europe, même si des opinions pouvaient être différentes dans ces pays. Mais enfin, globalement, voilà, la fracture s'est établie nord-sud, pour dire les choses de manière un peu simple. Et puis parce qu'il avait une vision très particulière des droits de l'homme. Alors, il avait une vision qui n'est pas seulement la sienne. Pour lui, les droits de l'homme, c'était d'abord les droits sociaux. Alors, les droits sociaux, l'éducation, la santé, le droit à l'emploi, le droit à une retraite. Bon, on a bénéficié à Cuba, le peuple cubain a bénéficié jusqu'à la chute de l'Union soviétique, donc jusqu'en 1991, de conquêtes sociales tout à fait exceptionnelles et qui n'existaient pas en Amérique latine. Est-ce qu'il lui a conféré cette aura, en fait, en Amérique latine ? Absolument. Les 2 choses qui lui ont conféré cette aura, c'est la lutte pour la souveraineté nationale. C'était le requin et la sardine, hein, David et Goliath, le tout petit pays face à la première puissance mondiale. Et ses conquêtes sociales. Et en Amérique latine, dans l'ensemble, les populations se sont identifiées à cette révolution pour ces raisons-là, jusqu'en 91. 91, l'effondrement de l'Union soviétique et là, grande crise dramatique, chute du niveau de vie brutal pour les Cubains et les difficultés à ce moment-là recommencent. Donc en fait, il laisse un héritage majeur en Amérique latine, si je comprends bien. Tout à fait majeur et vous allez le voir, on l'a déjà vu cette semaine, mais vous allez le voir samedi et dimanche avec la présence tout à fait exceptionnelle de nombreux chefs d'État ou responsables, ministres de l'Amérique latine. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'il y a maintenant une très grande solidarité autour de Cuba et l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis ne fait que la renforcer. Alors, précisément, dans quel contexte Obama a-t-il repris ses relations diplomatiques avec Cuba fin 2014 ? Alors, fin 2014, les négociations entre les 2 pays ont eu lieu, vous le savez, en partie au Vatican, et elles ont duré 2 ans et demi même. Mais par contre, Obama prend cette initiative. Pourquoi ? Parce qu'en 2015, en avril 2015, il réunit le Sommet des Amériques. Ce Sommet des Amériques réunit en principe tous les chefs d'État d'Amérique latine et d'Amérique du Nord, Canada compris. À cette réunion, la plupart des chefs d'État latino-américains ont dit que Cuba, qui ne participait pas, puisque toutes les relations diplomatiques étaient rompues avec les États-Unis, Cuba ne participait à aucune de ces réunions, qu'il ne viendrait pas à ce sommet des Amériques si Cuba n'était pas présent. Autrement dit, pour Barack Obama, le problème était simple. Il allait se retrouver dans un sommet des Amériques, lui représentant des États-Unis, devant des chaises vides, ou en tout cas une partie des chaises vides. C'est pour ça qu'il précipite un peu les choses. Donc en décembre, cette annonce de rétablissement, en tous les cas d'une voie vers le rétablissement des relations diplomatiques, et en avril 2015 au Panama, on voit Raúl Castro et Barack Obama qui se serrent la main, qui se rend compte que Cuba est présent. Donc c'est la pression latino-américaine, y compris des secteurs conservateurs, qui est notamment à l'origine de ce rétablissement des relations. Oui, alors, et si on parle des Cubains d'Amérique, c'est devenu un lobby très puissant. Qui a une influence très importante en fait, dans la diplomatie américaine aujourd'hui. Tout à fait. Dans les élections. Au début, les exilés cubains, puis les émigrés, parce que ça n'est pas tout à fait la même chose, ont constitué un pôle très fort en Floride. Et la Floride est un État clé pour l'élection présidentielle américaine.
américaine. Et dans cet État clé qui compte beaucoup de grands électeurs, le poids des Cubains est très important. Et ces Cubains, notamment une partie de ces Cubains, constituent une fondation cubano-américaine qui est un lobby extrêmement fort. Et ce lobby, financièrement, aide les candidats à l'élection présidentielle, si bien que, et surtout les républicains, si bien que, en Floride, petit à petit, on a une concentration politique qui joue un rôle déterminant dans l'élection présidentielle américaine. Et c'est ce qui explique la puissance et l'influence de ce lobby sur la politique elle-même. Est-ce que Trump, aujourd'hui, risque de remettre en cause le rapprochement avec Lila? Il est possible. En tous les cas, il a fait des déclarations très contradictoires au début. Et puis ensuite, il vient de faire une déclaration extrêmement violente, tout en ayant dit également qu'il était prêt à construire des casinos, des hôtels à La Havane. Mais vous savez que c'est un personnage qui est dans l'immobilier. Et ça, c'est une déclaration qui a été très mal prise à Cuba. Et j'ajoute, notamment peut-être par l'entreprise française qui actuellement construit ces hôtels et qui est Bouygues. Et nous allons voir ce qui va se passer. Il peut encore changer de position, mais on peut s'attendre quand même à un raidissement par rapport à ce qui était la politique de Barack Obama. Merci beaucoup, Jeannette Abel, pour cet éclairage. Merci.